On y va. Oh là là, ouf. Le sommaire, c'est parti. On est parti pour 10 minutes de résumé, l'essentiel de l'actualité. Puis après, on prend le temps et on lit et on essaie de comprendre et on échange ensemble. Didier Raoult, comment l'arrêter? Alors, ça fait des jours et des jours et des jours. Je vois passer des articles sur Didier Raoult, là, le microbiologiste marseillais dont on a tant parlé pendant la crise sanitaire. J'avais pas envie. En vrai, j'avais pas envie. On en a déjà tellement tant parlé. Voilà. C'est un peu derrière nous, là. L'hydro quoi, je sais plus comment ça s'appelait. Oh là là, je vais pas remettre une pièce quoi. Oh, puis le Parisien, on fait sa une ce matin là-dessus. Bon, on verra. Qu'est-ce qui se passe? Il a refait un truc. Le microbiologiste, alors microbiologiste mais macro polémique à chaque fois. Excellente vanne de Samuel Etienne. Le microbiologiste signe une nouvelle étude menée sur 30 000 personnes, 30 000 patients, dont beaucoup traités à l'hydroxychloroquine. Voilà. Alors que le monde médical crie au scandale, le gendarme du médicament, nous le révélons, va saisir la justice. Bon, donc il y a des enquêtes, il y a des trucs, il a toujours son bureau à Marseille, là où il bossait. Bon, moi je n'en peux plus, mais ça donne du Parisien, je me suis dit c'était peut-être important, alors vous allez me dire ce que vous en pensez. Je sais plus, il y a 3-4 pages là. Bon, on lira ça vite fait. Ça m'intéresse parce que là aussi ça fait quelques jours que je lis des articles là-dessus, et puis je vous ai rien mis de côté, puis je revois l'article ce matin dans le Parisien dimanche, je me dis ah bah si quand même. Cet avion chinois, un futur concurrent, le C919, l'appareil conçu par le constructeur Comac, ah c'est marrant ça, a réalisé son premier vol commercial le 28 mai, donc c'est il y a quelques jours, entre Shanghai et Pékin, et il mettra des années à s'imposer comme alternative à Airbus et Boeing. Quand vous voyez quand l'industrie, l'économie chinoise se lance sur un truc, regardez les voitures électriques là par exemple, ils sont en train de casser le marché, hein. Ils arrivent comme des déglingos. On se demande, mais sur les avions, est-ce qu'ils peuvent par exemple casser le duopole Airbus-Boeing par exemple, et demain vendre un maximum d'avions quoi. Est-ce que demain vous allez voler sur un appareil chinois quoi? Oui, Comac, c'est le nom de la compagnie. COMAC, Comac. Et donc là, je me suis dit, ouais, c'est intéressant de se poser la question. Je vous résume à mort l'article. C'est pas pour tout de suite, parce qu'en gros, ça, c'est un peu, entre guillemets, une copie de ce que font Boeing et Airbus. On retrouve d'ailleurs les moteurs, les avions qu'on connaît bien chez la concurrence, mais ils consomment plus, il n'est pas au top. Mais demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, il n'est pas impossible qu'effectivement, on n'ait plus un duopole, mais je crois que, comment ils disent, un triopole. Duopole, triopole. La zone aéro, qui connaît bien ce sujet, me dit il a été homologué et c'est surtout de la pièce américaine dedans. Alors il a été homologué, il a le droit de voler pour l'instant essentiellement en Chine et je crois dans certains pays d'Afrique. Reviens-toi petit article s'il te plaît. Voilà, j'ai un fluide avec l'informatique, un truc parfois je fais ça à distance comme ça. Pour l'instant il a le droit de voler en Chine et dans certains pays africains. Il n'a pas encore les certifs pour l'Europe et les États-Unis par exemple, mais c'est une autorisation qui va finir par tomber quoi. Voilà, donc on lira ça tout à l'heure. Horoscope, bien sûr, à la cool, voilà. Si vous êtes très rapide, allez, hop. Vous voulez votre horoscope avant tout le monde? Hop, tac. Alors par contre, il faut être rapide. Voilà. C'est pas ma faute si vous lisez doucement. Pour les autres, il faudra revenir tout à l'heure. Vous avez bien eu là. T'as vu là comment je t'ai teasé l'horoscope là? Tu veux ton horoscope? Eh ben tu reviens. Non, tu restes. Le Monde, la stratégie de Macron pour reconquérir l'opinion. Waouh! Le chef de l'État qui est pas au top du top de sa popularité. Bon, en même temps, c'est le lot de tous les présidents de la 5e au bout d'un certain temps. Eh ben il a une stratégie pour reconquérir l'opinion. Ah, je voulais lire ça. J'ai pas appris 1 milliard de trucs, mais c'est pas totalement inintéressant. Emmanuel Macron ou la course à l'opinion. Il y a une phrase de Jean Massier qui m'a beaucoup marqué vendredi à la maison quand il est venu dans l'hebdo Étienne, pourtant je le sais, hein. Il reste 4 ans, il a 4 ans encore de mandat. Vu comment s'est passé la première année, ça peut être long quoi. On se penchera un petit peu là-dessus. Je vous en ai parlé, je vous ai dit que la France allait peut-être voir sa note dégradée par Standard & Poor's, qui est l'agence américaine de notation. C'est important notamment quand on fait des emprunts pour faire tourner l'économie française. C'est le cas d'un pays comme la France qui emprunte beaucoup, qui a une dette à juste 3 000 milliards d'euros. Et donc une dégradation de la note, c'est un peu embêtant parce que ça peut faire qu'on emprunte à plus cher. Une espèce de cercle vicieux après. Eh bien, il y a une bonne nouvelle, c'est que Standard & Poor's n'a pas dégradé la note de la France. Elle l'a maintenue, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, notamment pour l'exécutif. Comme je vous en ai parlé il y a 1 ou 2 jours en vous mettant bien d'inquiétude en mode oulala, ça peut être inquiétant ça. Du coup, je vous donne le résultat quand même. Ça, c'est un truc dont je pense peu de gens ont dû vous parler jusque-là. Moi-même, je suis ça depuis quelques jours et j'attendais le bon article pour vous en parler. Eh bien, je l'ai trouvé. Le journal Les Échos, que je vous lis quasiment tous les matins, pas le dimanche, il n'y a pas Les Échos le dimanche, eh bien, est un petit peu en
en colère, là, en crise, puisqu'il est mobilisé pour défendre son indépendance. Les journalistes du quotidien économique écrit Le Monde ont cessé le travail durant 24 heures. Alors c'est vraiment c'est assez révolutionnaire aux Échos. Dernier mouvement de défiance comme ça, c'était en 2007. Vous voyez, ça n'arrive pas tous les jours. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que ça rejoint ce que je vous dis souvent sur les journaux. Quand on parle ensemble de l'indépendance des journaux, je vous dis la propriété du média, c'est important. Il est important de savoir qui détient le journal. Est-ce que c'est un journal totalement indépendant qui est financé uniquement par ses lecteurs? Est-ce que c'est un journal qui est financé par ses abonnements, ses ventes, mais aussi par la publicité? Et dans ce cas, quid de l'indépendance de la rédaction par rapport à la régie pub, pour dire les choses, voilà, et aux annonceurs? Et puis, quid du propriétaire? Bon, parfois, le propriétaire, c'est l'État pour le service public, et puis parfois, ce sont des capitaux privés, et parfois, ce sont des milliardaires, comme on dit. Voilà. C'est le cas des Échos. Et là, justement, il y a un petit souci par rapport à ce journal, puisque donc, le patron, c'est LVMH, le groupe français de luxe, et donc Bernard Arnault, le milliardaire, et les journalistes des Échos sont inquiets par rapport à leur indépendance. Ça montre quoi? Ça montre qu'un truc que je vous dis souvent, c'est que les premiers défenseurs de l'indépendance d'un média, d'un média sérieux, d'un journal sérieux, souvent ce sont les journalistes eux-mêmes en fait. Et quand il y a des soucis sur l'indépendance, c'est-à-dire en fait la liberté des journalistes d'une rédaction d'écrire sur ce qu'ils veulent, et ce qu'ils veulent. Quand il y a des interrogations, des inquiétudes sur cette indépendance, les premiers à le dénoncer, dans les médias sérieux, ce sont les journalistes eux-mêmes en fait, organisés en SDJ, en Société des journalistes notamment, et qui collectivement ou à titre individuel, à un moment, vont tirer la sonnette d'alarme et vont dénoncer, en fait. Et ça arrive très souvent. Il y a eu l'histoire au Canard enchaîné il n'y a pas longtemps. Il y a eu l'histoire au Parisien il n'y a pas longtemps, qui est détenu par le même groupe d'ailleurs. Donc à un moment, il faut aussi, parce que vous êtes très nombreux, et vous avez raison, c'est important, à vous interroger sur l'indépendance des journalistes. Il faut aussi parfois faire confiance aux journalistes eux-mêmes pour dénoncer quand ils sont menacés, quand leur indépendance est menacée, parce que les journalistes, comme je vous le dis souvent, ce sont des salariés bien casse-couilles. C'est-à-dire que ce sont les premiers en fait à essayer de créer les conditions de cette indépendance éditoriale. Et c'est pour ça que dans les médias, vous ne le voyez pas forcément, mais il y a dans quasiment toutes les rédactions de France et de Navarre, y compris dans le service public, des protestations, de la colère, des motions de défiance, des grèves, quand ils estiment justement que cette indépendance est menacée. Donc là, on a une illustration avec les Échos. On en parlera tout à l'heure. Ça aussi, j'en ai parlé ces derniers jours de manière très pessimiste avec des articles dans Libération et l'Humanité. Il y avait un sommet sur le plastique là, international qui était à Paris pour mettre fin à la pollution plastique et surtout, au-delà même du recyclage, réduire de façon très forte la production de plastique à l'échelle mondiale, parce que c'est une catastrophe pour l'environnement. Libé et l'Huma étaient très pessimistes. Au final, c'est un truc entre deux, c'est-à-dire ça n'a pas été la catastrophe redoutée, mais c'est quand même pas terrible. On lira ça. Et puis, ça, c'est un petit plaisir. Voilà, au détour des journaux, parfois on tombe sur des articles étonnants. Moi, je ne connaissais pas ça. Un parrain, c'est pas rien. C'est dans Le Monde. Ouvrir à d'autres possibles un enfant en situation de fragilité. Lui donner du temps et de l'affection. C'est le rôle de ces parrains et marraines de cœur. Je ne parle pas du parrain et marin dans la religion ou même républicain. Là, c'est autre chose. C'est un enfant qui est dans une famille défavorisée ou qui est en situation de fragilité en raison de l'entourage, du cadre. Eh bien, il peut être parrainé par une personne, un homme ou une femme, ou un couple aussi, je crois, et en fait qui va accepter, pas pendant 2 jours, même pas pendant 6 mois, qui va accepter de suivre l'enfant, de le prendre de temps en temps avec lui pour passer du temps avec lui, pour le sortir de son cadre, de son milieu, de l'accompagner sur le plan scolaire, de plein de choses, voilà, comme ça. Et je connaissais pas ce système, et Le Monde en parle longuement, et je trouve que c'est une très belle initiative, et ça a l'air de très bien fonctionner. On parle d'un très long engagement, puisque je crois que la moyenne d'engagement des parrains, des marraines pour ces enfants, c'est de l'ordre de 15 ans. C'est ce que dit l'article, de 15 ans. Donc c'est vraiment un accompagnement sur le long terme, avec un enfant qui garde sa famille, on l'enlève pas à sa famille, il garde sa famille, mais il a une espèce de famille, un autre endroit où il va régulièrement pour une journée, pour un week-end, pour la moitié des vacances scolaires, je crois que c'est un petit peu le principe, et pour qu'il voit autre chose et qu'il soit accompagné et aidé et tout. Moi, je trouve ça magnifique. Article dans Le Monde, on lira ça tout à l'heure. Le journal du dimanche, c'est le dimanche. Donc, vous voyez, il y a un gros dossier là sur la dette française. Comme on va parler de Standard & Poor's tout à l'heure, en fait, je pense qu'on n'aura pas, c'est pas la peine de le relire. Par contre, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le journal du dimanche, vous le savez peut-être, les habitués, c'est l'agenda de la semaine. Voilà. Alors, ce ne sont pas tous les événements de la semaine, ce sont les événements prévisibles. Les trucs qui ne sont pas prévus, le JDD, évidemment, ne le sait pas. Mais on a des événements attendus au niveau international.
international, au niveau politique, au niveau sportif. Ça permet de se projeter un petit peu. Et comme ça, vous serez bien préparé pour cette semaine d'infos qui arrive. Et puis, alors ça illustre un peu la façon dont je travaille. C'est-à-dire que plusieurs semaines déjà, je vois des articles sur François Ruffin dont on dit qu'il y a eu un move un peu étrange à un moment de Jean-Luc Mélenchon, des mots qu'on n'a pas compris, où il le mettait en avant. Est-ce que c'est une passation de témoins ? Est-ce que Mélenchon est en train de pousser Ruffin vers la prochaine présidentielle ? Manifestement, c'est plus compliqué que ça. Mais le constat des médias aujourd'hui, et Ruffin n'a pas l'air de dire que c'est une mauvaise analyse, c'est que François Ruffin aspire à peut-être autre chose et peut-être, pourquoi pas, à représenter la gauche dans quelques années à une élection présidentielle. Donc plusieurs semaines, voire mois que je lis des articles là-dessus. Jusque-là, je n'avais pas trouvé l'article qui synthétisait tout ça. Je trouve que l'article du journal du dimanche, il est bien foutu. Voilà, on lira ça tout à l'heure. Et puis un petit peu de sport, un petit point sur Roland Garros. Voilà. On dit que c'est l'un des favoris pour le tableau masculin. C'est le Danois Rune. Et donc il a un tableau assez dégagé. On se penchera sur lui. Et j'apprends par l'article qu'il aurait un petit peu un mauvais caractère. Il a un petit côté bad boy, un petit côté McEnroe. Donc c'est assez rigolo quoi. C'est tout. Voilà. C'est le petit sommaire de ce matin. Alors, pour mal ou quoi ? Il y a des trucs